Funky va vous causer. Funky va vous parler. Salut les gens! Eh oui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo blindée d'anecdotes de développement et de secrets à propos de vos jeux vidéo préférés. Cette vidéo, c'est la deuxième d'une trilogie consacrée aux jeux annulés de licence populaire qui avait commencé avec la vidéo sur Call of Duty que vous pouvez retrouver ici. Et justement, on va parler d'un auteur très populaire, autant auprès des joueurs que des journalistes, tant son univers et ses jeux sont curieux et captivants. Un auteur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment puisque son studio vient de sortir un trailer pour le tout nouveau jeu de sa licence, qui elle-même vient d'avoir son adaptation au cinéma annoncée. Je parle évidemment du créateur de la série Metal Gear et aussi plus récemment de Death Stranding, le fameux Hideo Kojima. Alors je vous épargne les présentations parce qu'on en parle beaucoup sur internet depuis longtemps d'ailleurs, et avec Shigeru Miyamoto, c'est sans doute l'un des créateurs de jeux vidéo japonais les plus connus au monde. Kojima, c'est un des premiers créateurs de jeux vidéo dont le nom apparaissait dans les tests de jeux dans les magazines, aux côtés de Shigeru Miyamoto ou Yuji Naka par exemple, mais on peut aussi dire qu'il a créé lui-même sa légende puisque son nom était aussi sur la jaquette du jeu, au générique, et caché un peu partout, ce qui a sans doute aidé à ce qu'on se souvienne rapidement de son nom. Et Hideo Kojima, justement, on le connaît pour ses succès autant critiques que commerciaux, et aussi pour toutes les fois où il a réussi à immerger les joueurs dans des univers captivants. Alors on le connaît aussi pour sa tendance à vouloir briser le quatrième mur et les règles tacites du jeu vidéo par l'occasion, mais malheureusement on le connaît moins pour les idées tout aussi géniales qui n'ont jamais abouti ou qui sont même restées à l'état de simples concepts. Et des idées ambitieuses, Hideo Kojima, il en a depuis le tout début de sa carrière, alors qu'il n'était encore qu'une petite main dans les années 80. Par exemple, en 1986, il venait d'arriver chez Konami pour assister le réalisateur d'un petit jeu MSX, Penguin Adventure, et alors que ce premier boulot est à peine terminé, il se lancera directement dans l'écriture d'un énorme pitch très détaillé pour un autre jeu, un pitch qui va fortement intéresser ses collègues, même s'ils seront tous très étonnés qu'il ait pu écrire un si gros plan de préparation tout seul. Alors ce jeu, Hideo Kojima le présente comme un hommage à Super Mario, donc un platformer 2D avec des bonus stages et tout le team. C'est très riche, alors que pourtant c'est la première fois qu'il crée quelque chose de A à Z, et il y met beaucoup d'efforts. Cette idée de projet, elle aurait dû mettre en scène une héroïne du nom de Jamie, qui après avoir voyagé sur le Titanic et coulé avec lui, devait découvrir un continent perdu, et ce dernier ira même jusqu'à imaginer les cinématiques d'intro et de fin du jeu. Malheureusement pour lui, il va vite se rendre compte que le micro-ordinateur japonais MSX n'est pas du tout assez puissant pour gérer ce genre de jeu d'action plateforme ultra réactif. Et au final, le directeur de son département chez Konami va lui expliquer qu'ils vont annuler le développement de son jeu parce qu'ils n'ont aucune possibilité de savoir quand le jeu pourra vraiment sortir. Mais chez Konami, ils ont quand même du boulot pour lui et ils vont demander au jeune Hideo Kojima de concevoir un jeu de guerre qui à la base ne l'intéresse pas du tout, mais sur lequel il va redoubler d'inventivité pour en faire autre chose qu'un jeu de tir bête et méchant. Et je pense qu'il y a gagné au change puisque ce fameux jeu de guerre deviendra progressivement la toute première itération de la saga Metal Gear pour le MSX. Et ça, c'est la première preuve que même si les idées de Hideo Kojima ne se concrétisent pas toujours, elles finissent constamment par l'emmener dans la bonne direction. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans cette longue vidéo avec un grand nombre d'exemples d'idées non concrétisées ou de projets abandonnés qui ont malgré tout fait de Hideo Kojima l'auteur qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, avant qu'on commence, je tiens à préciser que je me suis beaucoup basé sur une source en particulier, que vous pourrez retrouver comme toutes les autres sources en description. En effet, j'ai trouvé une grande partie, pas tout, mais une grande partie de mes infos sur la chaîne de Did You Know Gaming. C'est une chaîne anglophone et ce sont eux qui ont déterré une bonne partie de ces anecdotes en traduisant directement des interviews d'Hideo Kojima qu'il avait données pour des magazines japonais. Donc si vous voyez beaucoup de citations en commun avec leurs vidéos, c'est normal, c'est eux qui ont fait tout le travail de recherche et de traduction à la base. Et même s'il y a plein d'autres anecdotes qui viennent d'ailleurs d'autres sources, je tenais à préciser qu'un gros morceau de la vidéo n'aurait pas pu être fait sans les recherches de l'équipe de Did You Know Gaming. Donc si vous le pouvez, allez les soutenir aussi. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on se cale bien au fond du fauteuil et on se lance dans une plongée au cœur des projets avortés d'Hideo Kojima. Mais avant de nous lancer, j'aimerais vous présenter le sponsor de notre vidéo, Marvel Strike Force. Ah, j'adore les univers Marvel, comme vous avez sans doute pu le constater avec mes vidéos sur Spider-Man ou encore Ghost Rider. Eh bien, vous pouvez tous les retrouver dans le jeu mobile gratuit Marvel Strike Force. Et justement, la dernière nouveauté, c'est l'arrivée des Thunderbolts dans le jeu. Oui, je parle bien de l'équipe de Repris de Justice qui fait parler d'elle au cinéma. Et ce sera votre nouvelle mission dans Marvel Strike Force. Le jeu est disponible gratuitement sur mobile et c'est un RPG en équipe où on combat de gigantesques menaces comme le grand méchant Apocalypse. Chaque personnage a des compétences
unique et vous aurez le choix parmi une tripotée de personnages du multivers Marvel. D'ailleurs, vous pouvez débloquer 17 héros gratuitement en seulement 30 jours. Après ça, l'idée ça va être de faire la meilleure team composée de héros et de vilains pour avoir les combos les plus dévastateurs. Comme par exemple les fameux Thunderbolts qui sont d'anciens vilains devenus héros, et votre objectif ça va être de les intégrer à la meilleure équipe possible pour affronter les différents défis du jeu. Pour vous aider, sachez que les personnages d'un même groupe ont des compétences qui se combinent et permettent de renforcer des équipes déjà soudées comme les Avengers ou les X-Men. Et le meilleur, c'est que pour célébrer la sortie du film Thunderbolt, Marvel Strike Force offre 5 personnages supplémentaires avec le code promo Tonnerre. Avec ce code, vous aurez aussi accès à 100 fragments de personnages pour Red Guardian, Yelena Belova, Phantom, Winter Soldier et Taskmaster. Et voilà, un jeu avec des super-héros, des super-vilains et un gameplay intéressant. D'ailleurs vous, ce serait quoi votre équipe parfaite? Pour moi, ce serait un petit Spider-Man pour bien commencer, accompagné de Venom, avec Iron Man ainsi que Monsieur et Madame Fantastique. Pour télécharger le jeu, il vous suffit de scanner le QR code ou de cliquer dans le lien en description. Comme ça, vous aussi, vous pourrez créer votre équipe de rêve dans Marvel Strike Force, que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, notre histoire commence en 1996, juste après la sortie du mythique premier Metal Gear Solid sur PS1. À ce moment-là, Hideo Kojima est lessivé par le développement du jeu sur lequel il a mis toutes les forces qui lui restaient. Le pauvre, il est fatigué, il est malade et il a beaucoup de mal à se remettre des derniers instants du cycle de développement de Metal Gear Solid qui était absolument intense. Et malgré le succès du jeu autant auprès des journalistes que des joueurs, la période n'est pas super heureuse pour Hideo. J'étais complètement fatigué après le premier Metal Gear Solid. Même une fois qu'il était fini, je récupérais pas du tout. J'ai fini par être baladé d'un hôpital à un autre. Alors oui, son Metal Gear Solid cartonne, mais justement, lui, ça lui plaît pas plus que ça, notamment parce qu'à ce moment-là, il est crevé et il est pas trop intéressé pour faire une suite à Metal Gear Solid, là, maintenant, tout de suite. Lui, à cette période, ce qu'il voudrait, c'est de nouveau partir sur un jeu d'enquête, un genre qu'il avait déjà expérimenté avec Snatcher et Police Notes quelques années plus tôt. Mais il sait aussi pertinemment qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, et que dans ce métier, il va devoir constamment jongler entre ses ambitions décalées et des critères bien plus portés business, comme le public cible, ou tout simplement les modes du moment. J'ai tellement d'idées étranges, mais je dois m'assurer que ces idées sont aussi vendeuses. Si je n'avais pas été manager pour l'entreprise, j'aurais probablement créé tous ces jeux bizarres. C'est pour ça qu'Hideo Kojima va se résigner à tout de même travailler sur la suite de Metal Gear Solid, mais malgré ça, il est pas totalement dedans, et même en plein milieu de la création du premier MGS pour la PS2, Hideo Kojima va toujours avoir son projet de nouveau jeu en tête. Car maintenant que la technologie le permet, il voudrait réinventer le jeu d'enquête pour plonger le joueur dans un monde réaliste dans lequel il serait totalement immergé. J'aimerais bien faire une sorte de jeu d'orientation où le jeu te dit « Va à l'aéroport d'Heathrow à 3h du matin », tu y vas, tu vois un numéro de téléphone sur un mur, et tu suis cette piste. Alors comme ça, on pourrait se dire que cette idée elle existe déjà, même à l'époque de MGS2 ça avait été déjà vu. Ça s'appelle par exemple Shenmue qui propose justement ce genre d'expérience, dans laquelle vous devez par exemple respecter les horaires d'ouverture des magasins ou avoir des rendez-vous à certaines heures de la journée. Mais quand Hideo Kojima évoque l'idée que le jeu puisse te donner rendez-vous à 3h du matin, je pense qu'il ne parle pas de l'horloge du jeu, mais plutôt de te lever à 3h du matin pour allumer ta console et débloquer ta progression. Et oui, quand je vous dis que Hideo Kojima a des tonnes d'idées bizarres, eh bien je parle beaucoup de ce genre de délire qui ne semble absolument pas confortable pour les joueurs. Et on sent régulièrement que le créateur veut s'amuser totalement avec le quatrième mur qui sépare le jeu vidéo des utilisateurs. J'ai une idée pour quelque chose que j'appelle un jeu total. Un jeu frais. Si vous y jouez consciencieusement, la partie continuera pour 10 ou même 20 ans. Mais si vous ne faites pas attention, une fois que vous atteignez Game Over, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais y jouer. C'est mort. Il n'y a pas de continu.
Ouais, alors là on est carrément sur un jeu qui meurt quand le joueur a perdu. Bon alors sans parler du fait que commercialement c'est assez bancal, hein. Imaginez devoir racheter un jeu après chaque game over, c'est juste pas possible de vendre un produit comme ça pour des tas de raisons. Eh bien je trouve tout de même que c'est une exploration intéressante d'implication totale du joueur, et je suis certain qu'en tant qu'expérience gratuite, ce genre d'idée pourrait trouver sa place dans l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui. Et ça, c'est une idée tenace qui ne quittera pas Hideo Kojima, puisque 5 ans plus tard, il en reparlait encore en interview. Vous savez, je pense que tout ce concept de continu dans les jeux sont totalement périmés et vraiment pas nécessaires sur les consoles de salon. Tout ça vient du jeu d'arcade, où il faut remettre une pièce quand la partie est terminée. Et de ce côté, il faut avouer qu'il avait vu plutôt juste. Aujourd'hui, les continus et même le concept de vie restante ont quasiment totalement disparu de nos jeux vidéo. Je veux dire, c'est quoi le dernier jeu vidéo où vous avez perdu une vie? Et là, sorti des jeux de plateforme de Nintendo qui ont ça dans leur ADN, les exemples se font plutôt rares. Sauf que, en tant que véritable auteur du jeu vidéo, Hideo Kojima y trouve forcément une résonance symbolique, voire une résonance morale, totalement en accord avec cette idée de jeu qui meurt. Je ne veux pas inculquer aux enfants l'idée d'un monde virtuel où vous jouez et mourrez avec des vies infinies. Même si c'est un monde virtuel, je veux que les gens pèsent la valeur de leur propre vie. Et dans ce sens, un jeu total serait parfait. Alors au final, ce projet de jeu qui meurt, de jeu total, Hideo Kojima va régulièrement en reparler en disant qu'il aimerait pouvoir mettre quelques-unes de ses idées en corrélation pour sortir quelque chose de jouable. Mais à l'heure qu'il est, ce concept de jeu assez original et surtout très risqué commercialement n'est toujours pas sorti, étonnant. Alors on va tout de même en reparler en 2013, à l'annonce d'un jeu russe dénommé One Life qui utilise justement ce principe de mort définitive. C'était un projet de FPS multijoueur où si tu meurs au combat c'est définitif et après tu peux plus y jouer du tout. Moi, ce projet de jeu il a vite été comparé aux idées exprimées par Hideo Kojima en interview, puis le jeu a été greenlighté sur Steam, sauf que ce jeu il est jamais sorti et que l'équipe de dev elle a complètement disparu des radars. Ah mais c'est sûr, ça vaut pas les jeux de Kojima, hein. Ouais, lui au moins c'est un mec important. Kojima. Encore une fois? Kojima. Donc on peut dire qu'encore aujourd'hui cette idée très particulière de jeu qui meurt n'a toujours pas été vraiment exploitée. Et encore une fois, il y a de fortes chances pour que ce genre de jeu en one shot ne soit jamais sortable autrement qu'au moyen d'une expérience de jeu gratuite, très difficile à monétiser. Bon alors rassurez-vous, c'est pas non plus le cas de toutes les idées un peu folles de Hideo Kojima. Il y en a même qui ont fini par plus ou moins se réaliser et imprimer des billets. Par exemple, après la sortie de Metal Gear Solid, il va faire part de nouvelles idées à la presse comme celle d'un jeu qui prendrait en compte l'environnement extérieur dans lequel le joueur évolue. Il donne l'exemple d'un joueur qui jouerait sur une console portable dans un transport en commun avec un jeu qui s'adapterait par exemple en fonction de votre vitesse de déplacement. Bon ce début d'idée va lui servir quelques années plus tard à mettre sur pied la production de Boktai, un jeu Game Boy Advance dont la cartouche captait la lumière du soleil. Bon alors fausse bonne idée parce que tous les gens qui l'ont eu à l'époque, y compris moi, vous diront au final que ce concept était explosé au sol. Et surtout encore une fois très peu confortable. Déjà vous pouviez pas jouer la nuit parce qu'une fois la jauge de soleil vidée, il fallait attendre les premières lueurs de l'aube pour recharger ses armes, et ça c'est si vous habitiez pas en Bretagne par exemple, parce qu'alors là bon courage. Mais malgré tous ses défauts, le jeu s'est vendu, et moi-même je l'ai acheté. Et en fait Boktai c'est un exemple que je voulais amener dans la discussion parce que c'est bien la preuve que Kojima il garde ses idées sous le coude et il finit souvent tôt ou tard par en faire quelque chose. Et puis je voulais vous en parler parce que Boktai c'est un jeu de vampire qui lui a été inspiré par son amour du cinéma de monstres classique. Et ça tombe bien parce que ça va être en quelque sorte le sujet principal de notre prochain chapitre. Nous retrouvons donc Hideo Kojima quelques années plus tard après la sortie de Metal Gear Solid 2 pour la PlayStation 2. Et pour ceux qui ont oublié, MGS2 c'est sans doute l'un des jeux de la série les plus parasités par des événements extérieurs lors de son développement. Et d'ailleurs comme vous le savez peut-être, il y a une grosse partie de la fin du jeu qui avait dû être altérée en urgence après les attentats du 11 septembre 2001. Et ouais, c'est ça le problème quand on écrit du cyberpunk et des scénarios d'anticipation. Parfois pas de bol, en imaginant le futur, on tombe très juste et on anticipe des concepts qui vont devenir réels plus tôt que prévu. Et justement le scénario de Metal Gear Solid 2, il vise tout particulièrement bien avec une certaine clairvoyance. On parle de thématiques abordées qui vont changer la face du monde les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre, comme le Patriot Act par exemple. Et là on ne parle que de choses qui sont restées dans le jeu final, contrairement aux scènes de destruction de New York qui elles ont été complètement supprimées du jeu. Et justement vu qu'on parle de projets de Kojima annulés, moi j'aurais bien été curieux de voir le Metal Gear Solid 2 d'origine, celui non altéré après les tristes actualités de l'époque. Et en fait je me demande toujours à quel point il avait anticipé
anticiper certaines choses. Une démarche qui est toujours agréable quand on se replonge dans une œuvre cyberpunk avec le recul des années. Mais au moins la bonne nouvelle, c'est que ça n'aura pas réussi à empêcher MGS2 de sortir. Et même si ce dernier fait suite à un développement encore plus intense que celui du premier Metal Gear Solid, le papa de Solid Snake ayant été de nouveau sur les rotules avant même d'avoir dû rusher les changements de dernière minute. Ce n'est pas la pression du public qui nous a fait souffrir. Ce qui rendait les choses difficiles, c'était que les gens s'attendaient à une certaine qualité, une date de sortie respectée et une grandeur dans MGS2 sur PS2. Essayer de combler toutes ces attentes, c'était difficile en termes de stratégie. C'était jusqu'ici mon moment le plus dur dans cette industrie. Alors là, ses problèmes de santé recommencent, il est encore plus lessivé que la première fois, et à bien y réfléchir, Hideo Kojima il aimerait aussi pouvoir se reposer avec d'autres projets. D'ailleurs, pendant le développement d'MGS2, Kojima avait déjà passé du temps à travailler en tant que producteur sur d'autres jeux, comme le premier Zone of the Ender ou Metal Gear Solid Ghost Babel sur Game Boy. Un rôle de producteur qu'il apprécie de plus en plus, et c'est pour ça que la suite logique, c'est qu'il va annoncer très officiellement qu'il passe le relais à ses équipes chez Konami pour donner naissance au troisième opus de la série Metal Gear Solid que tout le monde réclamait déjà. La série des MGS ne m'appartient plus. Si les gens veulent une suite, il y aura une suite. Mais je me vois mal créer un plan de jeu, un script, et le réaliser comme je l'ai fait pour MGS1 et 2. Et tout comme la thématique de MGS2, c'est important de passer le flambeau à la prochaine génération. Et au départ c'est vrai, il va se concentrer sur son rôle de producteur et pas trop toucher à MGS3 jusqu'à ce qu'on l'appelle pour qu'il puisse constater que tout roule dans le développement du troisième jeu. Mais malgré tout, il va quand même se retrouver, sans vraiment le vouloir, une nouvelle fois aux commandes du prochain Metal Gear Solid. Je veux vraiment passer à autre chose. Mais j'ai demandé à mon équipe qui veut réaliser MGS3. J'ai attendu longtemps, mais personne ne s'est proposé. Ils avaient trop peur de la pression. Et puis j'ai commencé à amener le concept de jungle et de jeu de survie. Et par conséquent, on est arrivé au point où le jeu changeait tellement que j'ai compris que je devais le réaliser. Autrement, ça aurait été trop risqué. Bon alors là vous commencez à comprendre qu'il y a un schéma qui se dessine avec un Kojima qui veut plus travailler sur MGS depuis la PS1, mais qui continue quand même de tenir la licence à bout de bras. Je suis un peu embarrassé d'avoir dit que MGS2 serait mon dernier. Je veux dire, mes sentiments n'ont pas changé. En y repensant, je ne voulais pas en faire un autre. Et me voilà, de nouveau en train de dire que ce sera mon ultime jeu. Et spoiler, ce sera pas son ultime jeu, il va carrément essayer d'utiliser encore la même technique pour esquiver le développement de MGS4, c'est-à-dire d'abord réunir quelques idées, notamment une histoire où Solid Snake serait parti dans l'espace, pourquoi pas, puis une fois les idées réunies, annoncer publiquement qu'il ne réalisera pas MGS4, et il va même carrément passer le relais officiellement à Shuyo Murata, qui avait justement écrit Snake Eater avec lui, mais visiblement les fans de Metal Gear Solid ne vont vraiment pas digérer l'information correctement. Oui, apparemment après cette annonce, Kojima aurait carrément reçu parmi les courriers de fans mécontents de véritables menaces de mort. L'équipe a entendu parler de ça et est devenue vraiment nerveuse. Aujourd'hui, on en parle comme si c'était une blague. Mais sur le moment, c'était pas une blague du tout. C'était sérieux. Bon alors je ne sais pas si ce sont ces menaces qui ont poussé Kojima à finalement réaliser Metal Gear Solid 4. Je sais pas ce qui est le plus flippant, ça ou le coup de pression que Konami a dû lui mettre quand ils ont entendu parler des courriers de fans en colère. Toujours est-il qu'à ce moment-là, le papa de Snake va reprendre sa place dans le fauteuil du réalisateur pour Metal Gear Solid 4, au lieu de se concentrer sur ses propres projets et nouvelles idées. Et des projets, il en a, parce qu'à la fin des années 2000, Hideo Kojima, il était déjà producteur sur une tripotée de jeux Konami, et que côté réalisation, il avait plutôt envie de partir sur un tout autre délire. En fait, à l'époque du développement d'MGS4, il y a le tout premier Dead Rising qui sort sur Xbox 360. Un jeu qui était impressionnant pour de nombreuses raisons que j'ai déjà évoquées dans ma vidéo sur Dead Rising version Wii. Allez la voir, elle est toujours super cool. Et justement, en voyant le Dead Rising de la 360, le papa de Snake va complètement adhérer au délire. Bah oui, il est fan de cinéma de monstres, comme on l'a vu pour les vampires, et donc il est évidemment tout aussi fan de films de zombies. Il le dit lui-même, c'est un grand fan de Dawn of the Dead, et il avait même tourné des films de zombies amateurs avec ses amis d'enfance. Alors quand ce dernier voit ce qu'il est désormais possible de faire sur console next-gen avec le fameux Dead Rising, il se dit que c'est le moment ou jamais pour concrétiser toutes ses idées. J'aimerais faire au moins un jeu de zombies, mais l'idée que j'ai est un peu différente. Je suis moins intéressé par l'idée des morts vivants que par le fait que vous pouvez transformer les gens juste en les mordant. Ce serait vraiment un super système de jeu. Bon alors là, si vous êtes très cultivé, vous vous dites peut-être que cette idée existait déjà, même en 2007, et vous auriez raison. Personne n'a oublié l'inégalable Stubbs the Zombie qui vous mettait justement dans la peau d'un mort-vivant qui doit mordre un maximum de personnes. Et ne vous inquiétez pas, Kojima aussi semble bien connaître ce jeu, mais il souhaite juste y ajouter une dimension inédite. Je sais qu'un jeu similaire est déjà sorti, mais j'aimerais proposer une version vraiment online. Imaginez une grande ville où la moitié des habitants sont des zombies. Les utilisateurs s'abonneraient et entreraient dans la ville jusqu'à ce qu'on les morde.
Alors oui, c'est une excellente idée sur le papier, je crois même que depuis des choses similaires ont été expérimentées. Par contre, l'idée d'Hideo Kojima va un peu plus loin que ça, vu que c'est pas le dernier pour avoir des lubies complètement hors de toute considération pratique ou économique. Et voilà ce qui aurait attendu les joueurs se faisant mordre dans le jeu de zombies du créateur de Metal Gear. À partir de cette étape, ils deviendraient des morts vivants et ne pourraient plus contrôler leur personnage. Tout ce qu'ils pourraient modifier, ce sont les angles de la caméra. Ils verraient leur personnage attaquer d'autres humains, et donc ils paieraient juste pour regarder. Le seul moyen de mettre fin à ça serait d'ouvrir un autre compte et de se chasser et de se tuer soi-même. Bien sûr, le problème, c'est que ce second personnage peut se faire mordre lui aussi. Alors si vous n'arrivez pas à vous tuer vous-même, vous pouvez appeler l'aide d'un ami. S'il te plaît, tue mon zombie, il traîne à telle adresse. Voilà, alors je trouve que l'idée est assez géniale, mais j'ai encore une fois beaucoup de mal à imaginer le business model que ça impliquerait. Encore une fois, la PS3 et la 360 sont encore relativement nouvelles en 2007, et en dehors de World of Warcraft, les jeux qui nécessitent un abonnement ont tendance à plus rebuter les joueurs qu'autre chose. Et en fait, j'ai surtout l'impression que le but de Kojima, c'était de vous faire ressentir la perte de votre humanité en vous faisant perdre de l'argent, dans une démarche similaire à celle de son jeu qui meurt. La facture du jeu en ligne continuera d'être prélevée tant que votre zombie se balade dans les rues virtuelles. Si le joueur n'est pas content, il peut créer un nouveau chasseur de zombies et chasser son personnage maintenant zombifié. Par contre, quand des zombies mordent le nouveau personnage, il devient zombie aussi. Le nombre de zombies associés à un joueur fait augmenter le coût de son abonnement, et la facture continue d'être prélevée pour le deuxième personnage zombifié. Ça, c'est une vraie simulation de zombies. J'aimerais faire ce jeu un jour. Alors je trouve ça rigolo parce que, encore une fois, Kojima essaye de réinventer le concept même de permadeath, en essayant de le rendre encore plus impactant pour les joueurs, dans ce cas-ci en s'attaquant directement à leur porte-monnaie. Mais encore une fois, si aujourd'hui on est habitué à payer des Battle Pass et toutes sortes d'abonnements pour jouer à des jeux vidéo, à l'époque ce n'était clairement pas le cas. La gratuité des fonctionnalités online de la PS3 avait même été un véritable argument pour certains face au Xbox Live de la Xbox qui lui nécessitait de payer un abonnement pour jouer en ligne. Et d'ailleurs Kojima le sait lui-même, il n'y a pas que sur cet aspect que le timing aurait été bancal pour sortir un jeu de ce type. Pour être honnête, il y a juste beaucoup trop de jeux de zombies à l'heure actuelle. Quand je déciderai que le timing sera bon, je prendrai un peu de temps pour en préparer un. Vraiment sérieusement. Cependant, quelques années plus tard, il y a des rumeurs qui ont dit que Metal Gear Survive avait été prévu par Kojima comme un DLC de Metal Gear Solid 5, juste avant son éviction de Konami. Et vu que Metal Gear Survive est un jeu de survie en mode zombie avec une composante online assez importante, ça aurait plutôt du sens. Mais détrompez-vous, Hideo Kojima a toujours nié quelconque implication dans ce jeu sorti après son départ de Konami, et il a même dit que si un tel DLC avait été prévu pour Phantom Pain, ça n'aurait ressemblé en rien à ce que Metal Gear Survive proposait. Cependant, sachez que ce jeu de zombies très curieux et très ambitieux n'est pas le seul projet avorté par Hideo Kojima au profit du développement de Metal Gear Solid 4. Alors même si Metal Gear Solid est plutôt une licence qu'on associe à la PlayStation, Hideo Kojima a toujours été intéressé par Nintendo et son univers. Qu'on parle du spin-off sur Game Boy Color, ou même de Metal Gear Solid The Twin Snakes, le seul remake de Metal Gear Solid 1, Kojima a toujours voulu se créer une place dans l'univers de Big N. En fait, il a déjà raconté que son propre fils ne s'intéresse pas du tout aux jeux qu'il crée, ce dernier préfère largement les univers de Nintendo, et c'est pour ça que Kojima a toujours essayé de caser Solid Snake sur une console Nintendo dès qu'il le pouvait. Et puis je pense qu'il aime bien Nintendo aussi parce qu'il aime les nouvelles technologies. À ce propos, à l'époque, dès l'arrivée de la Wii, il va confier à la presse son intérêt pour la machine et surtout pour le motion gaming, une idée du jeu vidéo qu'il trouve vraiment révolutionnaire. Et Kojima dira même pendant un temps à qui veut l'entendre qu'il aimerait développer un jeu pour la Wii. Bon, malheureusement, il aura jamais le temps de le faire à cause d'MGS4, mais il va tout de même supplier Sakurai, vraiment, il l'a supplié, pour qu'il mette Snake dans le Super Smash Bros de la Wii, Super Smash Bros Brawl. Alors Sakurai ne va pas pouvoir lui refuser, et Kojima va même venir designer lui-même le niveau basé sur Shadow Moses qui correspond à Solid Snake dans le jeu. Alors après ça, on va mettre très longtemps à avoir des nouvelles de Kojima sur console Nintendo, et oui, parce qu'après le remake sur GameCube, il faudra attendre Metal Gear Solid 3D, la version 3DS de Metal Gear Solid 3, pour revoir Snake sur une console de Big N. Et vous allez voir que c'est loin d'être la seule fois où Kojima avait tenté de s'échapper du joug des exclusivités PlayStation, malheureusement sans succès. Ladies and gentlemen,
please welcome my friend and the creator of Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Good morning, Kojima-san. Donc comme on l'a déjà dit, une majorité de la vie de la série Metal Gear Solid avait jusqu'ici été rythmée par des sorties sur les consoles PlayStation. Et d'ailleurs ces sorties PlayStation n'empêcheront pas Konami de faire porter Metal Gear Solid 2 puis Metal Gear Solid 3 pour la première Xbox de Microsoft. Mais après la sortie de Metal Gear Solid 4 en tant qu'exclusivité PS3, rien n'était moins sûr. La sortie sur une autre plateforme n'était absolument pas garantie. Et à l'époque, peu après cette sortie, il y a eu de nombreuses rumeurs sur le fait que Metal Gear Solid 4 sortirait peut-être un jour sur Xbox 360. Alors une des grandes blagues de l'époque, c'était de s'imaginer le portage de MGS4 sur 15 DVD en face de la version PS3 qui tenait sur un seul Blu-ray. Et vous allez voir qu'en fait on n'était peut-être pas si éloigné de la réalité. Je dis peut-être car ce sont des informations à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais selon Ryan Payton, qui était producteur adjoint sur Metal Gear Solid 4, un portage sur Xbox 360 du jeu avait bien été mis en chantier et même terminé, et ce malgré les réticences d'Hideo Kojima lui-même qui avait peur que le jeu ait l'air un peu différent sur une autre console. Alors ça c'est une info, mais il y a mieux, cette version aurait été présentée au reste de l'équipe, et selon Ryan Payton, elle aurait tourné comme un charme sur la console de Microsoft, et il finit d'ailleurs l'anecdote en expliquant ce que tout le monde pensait déjà savoir, c'est-à-dire que le jeu aurait nécessité 6 DVD pour tenir entièrement, ce qui aurait eu un coût significatif sur la production. Et personnellement, je suis pas fan de cette explication. Je veux dire, on a des exemples de jeux qui ont optimisé leur contenu pour tenir sur un minimum de DVD, et même si le résultat n'a pas toujours été probant, cela n'a jamais empêché les jeux de sortir sur deux plateformes, malgré la différence d'espace pour stocker les nombreuses cinématiques et vidéos du jeu. Sans compter qu'on a des exemples de jeux sur 4 ou 5 disques sur la console de Microsoft, et qu'un DVD double couche en 2009, bah ça ne coûte plus si cher que ça à produire. Et moi en fait je pense que l'annulation de cette version, elle est beaucoup plus à mettre au crédit d'Hideo Kojima lui-même, qui après avoir consacré un développement entier à la nouvelle console de Sony et fait les louanges de la machine en long et en large dans toutes les interviews, se voyait mal faire machine arrière pour dire que la version Xbox 360 était tout aussi bien. En fait ça aurait été un cauchemar en termes de marketing, un cauchemar dont Konami et lui vont préférer se passer en insistant sur le fait que sortir MGS4 sur 360, ça aurait été totalement déloyal envers les fans de la saga. Bon par la suite ça n'empêchera pas la Metal Gear Solid HD Collection de sortir sur Xbox 360, puis de devenir carrément rétro-compatible avec les Xbox suivantes. Mais malgré tout ça, Metal Gear Solid 4 reste encore aujourd'hui le seul jeu de la saga qui n'est pas jouable sur une console Microsoft. Et puis il faut dire aussi qu'après le développement d'MGS4, Hideo Kojima il a pas trop le temps de penser au portage de son jeu précédent, puisqu'il est déjà en train de réunir des idées pour Metal Gear Solid 5. Il fait des tonnes de propositions pour son prochain jeu, et notamment une idée un peu couillue, un jeu centré autour de The Boss, ainsi que toute l'unité Cobra, et son projet c'était de propulser cette unité spéciale au cœur du débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça c'est une idée qui lui tient à cœur pour MGS5, mais il a pas forcément envie de réaliser encore une suite, et surtout pas tout de suite. J'ai présenté mes idées à l'équipe pendant l'été 2008, mais bon, juste lâcher MGS5 aux membres du staff les plus jeunes, c'était un peu lourd. Et il y avait une résistance au fait de le faire sans que je sois impliqué. Alors encore une fois, cette histoire d'unité Cobra pendant le débarquement, c'est un projet dont Kojima va refaire part de son intérêt même quelques années après, mais malheureusement il n'aura jamais l'occasion de la réaliser, notamment à cause de sa relation avec Konami qui commençait déjà à bien se dégrader. Non, à la place Kojima va se lancer dans le développement de Metal Gear Solid Rising, un jeu qui va être teasé avec un compte à rebours en 2009, et ce projet de base c'était donc un beat'em all avec Raiden qui devait pour la première fois montrer les prouesses de leur tout nouveau moteur de jeu maison, le Fox Engine. Et en plus de ça, il est annoncé par Kojima en personne à la conférence E3 de Microsoft. Un peu comme si ça allait être une exclusivité Xbox 360. En fait, l'idée c'était de raconter ce qui s'était passé pour Raiden entre MGS2 et MGS4. Et ça devait bien être développé par les équipes d'Hideo Kojima pour Konami. Alors selon Kojima, on y aurait croisé Olga de Metal Gear Solid 2 et on aurait pu être témoin de la transformation de Raiden en cyborg ninja tel qu'il est dépeint dans MGS4. Et à Skip, on aurait même eu une apparition de Solid Snake sous la forme d'un méchant psychique qui se ferait passer pour lui. Et beaucoup de choses avaient en réalité été envisagées pour ce Metal Gear Solid Rising, y compris les features obligatoires de l'époque comme un mode online multijoueur et autres compatibilités avec le PlayStation Move ou le Kinect. Et oui, on était en 2010, le online et le motion gaming c'était des mots-clés qui rassuraient les investisseurs.
Alors oui, les investisseurs sont bien rassurés, sauf que côté développement du jeu, ça marche pas du tout. En fait, Hideo Kojima, il veut que ce soit un jeu en monde ouvert et qu'on puisse tout découper à 60 images par seconde, mais le problème c'est que la dev team ne suit pas et les quelques images montrées à l'E3 2010 qui vont faire leur petit effet semblent malheureusement être totalement précalculées et ne reflètent absolument pas l'état actuel du jeu, avec lequel les équipes de Kojima semblent galérer pour obtenir ne serait-ce que 10 frames stables par seconde. Et c'est sans doute pour ça que ce projet va être confié définitivement aux tueurs de chez Platinum Games, les responsables de Bayonetta et Vanquish, qui vont carrément développer le jeu en 9 mois sans trop de problèmes, et tout cela au prix d'un scénario complètement changé et d'une dimension open world rayée du processus de développement. De Metal Gear Solid Rising, on passe à Metal Gear Rising Revengeance, et il est clair qu'au final, le jeu de Platinum n'a plus grand chose à voir avec celui qui était prévu à la base, en dehors de Raiden et du fait qu'on peut à peu près tout découper au sabre dans le jeu. Sans compter que le jeu sortira simultanément sur Xbox 360 et PS3, ce qui est une des premières incursions dans le développement et la sortie d'un jeu multiplateforme pour la licence Metal Gear Solid. Et en fait, cette accessibilité sur tous les supports, ça va surtout permettre au jeu d'être un vrai beau succès puisqu'il va se vendre bien sur les deux supports et il va même ressortir un an plus tard sur PC où il va de nouveau très bien se vendre, au point même que Hideo Kojima va faire part de son vif intérêt concernant une suite à cette collaboration avec Platinum pour un Metal Gear Rising 2. Concernant Rising 2, j'ai vraiment ça en tête et je voudrais le faire. Et si nous le faisons, ce sera bien sûr avec Platinum. Je pense que personne d'autre ne pourrait le faire. Et évidemment, pas besoin de vous le dire, notre auteur préféré avait déjà une idée plutôt précise de ce que le jeu aurait pu être. Personnellement, je pense que si nous partons sur une suite à Rising, elle mettra en scène Frank Jagger comme personnage principal contre des zombies. Et bah voilà, on y revient, les zombies. Des zombies alimentés par des nanomachines. Bon ok, là Kojima je te suis plus, tu vas beaucoup trop vite pour moi. Et aussi trop vite pour Platinum visiblement, qui l'ont gentiment ghosté. C'est ce que j'ai proposé à Platinum et aux producteurs du projet, mais j'ai l'impression qu'ils m'ignorent. Je leur ai dit que j'écrirais même le scénario du jeu, mais ils m'ont dit non, c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas pour ça. Alors au final, cette suite ne verra jamais le jour, sans doute parce que chez Konami et Platinum, on était bien plus passionnés par le personnage de Raiden que par le personnage de Grey Fox. Grey Fox que Kojima voulait déjà intégrer au Metal Gear Rising prévu à l'origine, ce que son équipe avait plus ou moins refusé. Et c'est là où je voudrais insister sur un aspect qu'on oublie trop souvent quand on parle de Hideo Kojima en tant qu'auteur. C'est qu'il est souvent freiné dans ses idées par ses propres équipes, et souvent c'est pour le bien du résultat final. Par exemple, Hideo Kojima voulait faire mourir Snake à la fin de Metal Gear Solid 4, et c'est parce que son équipe l'en a dissuadé qu'on a eu la fin de Metal Gear Solid 4 qu'on connaît tous. Tout ça pour rappeler que, tout comme le cinéma, le jeu vidéo est un art collectif et que seules les idées d'une personne ne permettent pas de réaliser une vision. Et les nombreuses personnes qui ont travaillé avec Hideo Kojima, des producteurs adjoints aux petites mains inconnues du public, ces personnes ont toutes eu un impact, à un moment ou à un autre, sur le développement de la série Metal Gear Solid. Et ce, bien que ce soit le nom d'Hideo Kojima qui soit inscrit sur la boîte. Alors, je vais finir en beauté cette déjà très longue vidéo en vous parlant des derniers projets avortés d'Hideo Kojima. Et ensemble, on va faire un petit tour d'horizon de projets annulés dont on ne sait pas grand chose, mais qui ont plus ou moins existé à un moment ou à un autre dans la tête du créateur. Je parle par exemple des remakes de Snatcher et Police Notes, qui sont réclamés par les fans depuis des années. Faut dire que moi aussi je les réclame un peu, surtout un remake de Snatcher, qui est pour moi son jeu le plus sous-coté. Et si vous n'avez jamais joué à Snatcher, vraiment foncez sur la version Mega CD en émulation, c'est génial. C'est tout en anglais, mais c'est pas bien compliqué à comprendre et en plus il est pas excessivement long, donc si jamais vous aimez les univers à la Blade Runner ou à la Terminator, vous allez adorer ça, jouez-y. Et justement, Hideo Kojima il a toujours été plutôt enthousiaste à l'idée que ces deux point and click soient remakés un jour, mais selon ses dires à l'époque où il travaillait encore pour Konami, il ne voulait pas s'y atteler lui-même et aurait préféré qu'un autre studio s'en occupe. Et bon, il reste encore une possibilité que ces remakes sortent un jour, mais à l'heure actuelle, on sait très bien que Kojima n'aura aucune implication dans ce projet. Les licences Snatcher et Police Note appartiennent
appartenant à son ancien employeur, Konami. Bon, et puis dans le même genre, on peut aussi parler du fameux Zone of the Ender 3, un projet encore plus attendu par les fans des deux premiers opus qui a bien failli voir le jour, et ce à plusieurs reprises. Et ouais, déjà à l'époque du développement de Metal Gear Solid 3, il y avait cette idée que Zone of the Ender 3 pourrait proposer des phases de combat à l'épée en plus des phases en mecha qui ont rendu le jeu célèbre. Et on retrouve même des traces de ces quelques tests dans Snake Eater, puisque toute la séquence cachée du cauchemar de Snake était en fait récupérée des expérimentations du studio sur ce fameux gameplay à l'épée. Bon, le truc c'est qu'à l'époque on sait que Zone of the Ender 2 sur PS2 avait énormément déçu Konami en termes de vente, et que le projet d'un troisième opus était resté à dormir au fond d'un carton pendant des années, ce malgré le fait que Kojima en parlait de temps en temps sur son blog pour dire que ça allait sortir mais qu'il ne savait pas quand. Et ce n'est que quelques années plus tard, en 2012, alors que la sortie de la Zone of the Enders Collection pointait le bout de son nez, il a de nouveau été question pour Kojima de produire un Zone of the Enders 3, avec même quelques concept art à l'appui. Mais encore une fois, cette collection ne s'est pas très bien vendue non plus, et on n'a jamais réentendu parler du jeu depuis cet effet d'annonce. Donc le projet est toujours dans les cartons chez Konami, mais il est clair que ça se fera sans Kojima, qui n'a d'ailleurs jamais été si impliqué que ça dans la série. Il en était surtout le producteur, et il avait amené quelques idées au scénario, mais rien de plus. Et puis évidemment, si on parle de jeux de Hideo Kojima qui ont été annulés, on ne peut pas passer à côté de l'excellent Pity, aka Silent Hills. Bon, l'histoire vous la connaissez sans doute, mais je vous la refais rapide. Le 12 août 2014, Pity est annoncé en pleine Gamescom, sans nom de studio ni d'éditeur, avec une démo directement téléchargeable sur le PlayStation Store de la PS4. Ce premier teaser pour la démo a fait beaucoup d'effets, notamment parce qu'elle s'inspire beaucoup de la promo autour du premier film Paranormal Activity, allant même jusqu'à reprendre le gimmick de la réaction des joueurs façon vision de nuit. Et puis en finissant la démo, la grande révélation c'est que Pity était en fait un teaser jouable pour Silent Hills, un jeu prochainement réalisé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro, avec l'acteur Norman Reedus en personnage principal. Et là on avance un peu moins d'un an plus tard, alors que MGS5 n'est pas encore sorti, c'est le début d'un long divorce entre Hideo Kojima et son éditeur Konami. Un divorce long et douloureux qui mériterait un épisode tout entier, mais qui mènera à la sortie d'un Metal Gear Solid 5 amputé de sa fin, et à l'annulation pure et simple du projet Silent Hills. Et au final, cette annulation, elle mènera au retrait définitif de la démo Pity du store de la PlayStation, qui aura pourtant eu le temps de révolutionner le petit monde des jeux d'horreur de par toutes les nouvelles idées que Pity mettait en œuvre pour effrayer les joueurs, même les plus téméraires. Alors je passe très vite sur Pity volontairement parce qu'on n'en sait pas énormément sur ce Silent Hills, on sait juste qu'il n'aurait pas eu grand chose à voir avec la démo présentée, c'était même pas garanti que ce soit la première personne, mais je vais vite passer dessus aussi, plutôt pour m'attarder sur l'après Konami et les projets de Kojima Productions en tant que studio désormais libéré de ses obligations. Alors bien sûr il y a eu Death Stranding que le studio a développé grâce à l'appui de Sony, et bientôt la sortie de Death Stranding 2, enfin plutôt Death Stranding on the Beach puisque c'est son nom, un jeu qui j'imagine sera suivi de Death Stranding à la campagne, Death Stranding au camping et Death Stranding fond du ski. Bon, c'est quand même un jeu vachement intéressant dans lequel on peut même entrevoir certaines vieilles lubies du créateur de Metal Gear Solid, notamment dans son rapport aux fonctionnalités en ligne. C'est un jeu qui est très intéressant dans ce qu'il propose en termes d'interaction en ligne passive. Mais il y a aussi d'autres projets qui ont été annoncés et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir de la part du studio, et même certains dont il a déjà fait part de l'annulation. C'est le cas par exemple d'un jeu de super-héros qu'il était en train de mettre au point avec son équipe, dans lequel deux agents spéciaux auraient dû se confronter à de véritables super-héros devenus corrompus. En fait, selon lui, ça fait des années qu'il mijote ce jeu où les personnes possédant des super pouvoirs étaient dépeints comme des politiciens calculateurs, et il avait même l'intention d'y faire participer l'acteur Mads Mikkelsen. Mais pas de bol, il y a une petite série qui est sortie en 2019 qui s'appelle The Boys, et après avoir vu quelques épisodes, Kojima va directement adresser sa déception personnelle sur Twitter en expliquant qu'il avait dans les cartons un jeu aux thématiques similaires. Alors désolé tonton Hideo, mais c'est pas comme si The Boys était pas une bande dessinée à la base. Mais bon, en voyant la série, il s'est rapidement désintéressé de son projet pour se tourner vers le ciel. Et ouais, encore une fois, Kojima va revenir à une de ses vieilles lubies qu'il n'a pas vraiment abandonné, celle de faire un jeu qui se déroule dans l'espace. Bon alors, évidemment, il n'y aura pas Solid Snake, et surtout, le problème, c'est qu'avant de faire un tel jeu, Hideo Kojima veut pouvoir étudier son sujet, et donc, aller dans l'espace. I want to go to outer space and create a game that you could play in space. Because right now all games you can't probably play in outer space. So someone please send me up to space.
Ah oui, donc évidemment celui-là non plus, on n'est pas prêt d'y jouer. Mais rassurez-vous, il nous reste tout de même un dernier projet qu'Hideo Kojima n'a toujours pas sorti. Mais cette fois sous forme de petite revanche. Un jeu Hideo Kojima exclusif pour les consoles de Microsoft. Ouais, je déconne pas, il a été annoncé en 2022 lors du Xbox Game Showcase avec la promesse d'une utilisation très originale des fonctionnalités de jeu en cloud proposées par Microsoft. Il y a un premier teaser du jeu qui a été dévoilé en 2023 sous le nom de Audi, pour Overdose sans doute. Et qui apporte avec lui plus de questions que de réponses, mais c'est très dommage parce que ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du jeu, qui selon Hideo Kojima aurait été retardé suite aux grèves des comédiens de 2024. Bon alors il y a soi-disant un leak du gameplay du jeu qui a été mis à disposition sur internet, mais on n'a pas vraiment la certitude que cette fuite est bien réelle, ni même de quand elle date. On y voit un personnage interprété par l'actrice Margaret Qualley, qui avait aussi joué dans le premier Death Stranding. Bon, c'est un leak qu'il faut prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une vidéo sur internet sans preuve de quoi que ce soit, et avec en plus, en bonus, un mec torse nu dans le reflet de l'écran. Mais après ce soi-disant leak, une seule chose est sûre, c'est que ce n'est pas pour aider à la réalisation du projet, puisque Kojima aimant surprendre ses joueurs, il y a fort à parier que même si le jeu sort, tout ce qui a été dévoilé avant la sortie n'apparaîtra pas dans le jeu. Bon, par contre, avec la politique d'ouverture de Microsoft qui sort désormais ses propres productions sur PS5, rien n'est figé concernant le caractère exclusif à Microsoft du jeu. Et la vraie seule chose qu'on peut dire à propos de ce Audi, c'est que le projet n'a pas encore été officiellement annulé. Ah, et désolé mais je pouvais pas faire toute cette vidéo sans préciser que Kojima c'est un énorme kiffeur. Wow. Okay. I actually remember I had to, they asked to scan my, like underneath my feet for a reference when I was at Kojima Production.